Bonsoir à tous. Une épreuve de vérité particulière ce soir avec 3 invités, 2 qui sollicitent les suffrages des Français sur leur nom, Nathalie Arthaud et François Asselineau, et puis Nicolas Bay, le secrétaire général du Front National, qui sera là donc bien sûr pour parler de Marine Le Pen. Ils vont se succéder dans ce studio et avec moi pour mener ces interviews ce soir, Lucille Bréau de Radio Classique et Nadège Puljac de l'agence France Presse. Bonsoir mesdemoiselles, mesdames. Et notre première invitée, donc la première personne que l'on accueille est une candidate en la personne de Nathalie Arthaud. Bonsoir Nathalie Arthaud. Bonsoir. Et merci d'être ici avec nous. Vous êtes à nouveau candidate cette année au nom de Lutte ouvrière. Et c'est Lucille Bréau de Radio Classique qui vous pose une première question. Alors Nathalie Arthaud, c'est votre deuxième campagne présidentielle. Aujourd'hui, vous êtes créditée d'1% environ des intentions de vote. Bon, a priori, vous ne concourez pas pour gagner, vous le dites d'ailleurs vous-même, mais est-ce que vous avez un peu un quatuor de tête? Qui est-ce que vous voulez voir arriver en tête au soir du premier tour? Puisque vous admettez vous-même que vous ne concourez pas pour gagner. Et dans quel ordre? Et dans quel ordre? Ah oui, d'accord. Tant qu'à faire. Ah non, mais alors, justement, moi, ce que j'explique dans ce premier tour, c'est que il ne faut pas se laisser abuser par cette comédie électorale et que le tiercé de tête ou le quatuor, enfin tout ce que vous voulez, il faut pas tomber dans ce piège-là d'avoir à aller départager et à forcément... Attendez. Il y a des millions de Français qui vont aller voter. On espère de très nombreux millions de Français, même s'ils sont encore réticents aujourd'hui. On a envie de savoir, vous, quel est le choix, votre choix dans le trio ou le quatuor? Vous pouvez nous répondre, même si vous êtes contre le système. Il n'y a zéro choix dans le tiercé, dans le quatuor. Il n'y a aucun choix, sauf avec des ennemis. Vous savez, le prochain président de la République, il va servir de courroie de transmission du grand patronat, du grand capital, comme tous les présidents de la République qui ont gouverné. Vous savez ce que j'explique dans les meetings? Je m'adresse aux travailleurs et je leur dis, vous qui travaillez dans des grandes entreprises, s'il y avait une élection, on pourrait élire le prochain PDG qui va encore mettre en œuvre le énième plan de compétitivité ou de licenciement. Est-ce que vous le choisiriez? Est-ce que vous choisiriez l'homme qui va être à cette fonction-là? La plupart, ils me disent non, on se préparerait à se battre, à faire grève contre lui, contre effectivement... vous êtes candidate quand même à la présidentielle, vous non mais je termine. Donc effectivement, voter quand on est ouvrier, quand on est salarié, quand on est retraité, quand on est exploité pour le tiercé de tête, celui qui est susceptible d'accéder à l'Élysée, c'est voter contre son camp. Très clairement. Y compris Mélenchon. C'est voter pour le prochain président de la République qui fera encore reculer les retraites. C'est ça la réalité. Donc moi je leur dis au premier tour, utilisez votre voix pour faire entendre le camp des travailleurs, vos intérêts d'exploiter. Mais ne marchez pas dans cette duperie. Je suis le camp des travailleurs, Mme Le Pen, M. Mélenchon, et les autres disent exactement la même chose. Oui, la différence près que moi je dis, il faut augmenter les salaires. 1 800 € net par mois, c'est un minimum. Vous l'entendrez pas du côté de Mme Le Pen, ni du côté de M. Macron. Et comment vous le financez? Donc, alors voilà, là, enfin. Alors moi, je dis ça. Je dis aussi qu'il faut un emploi et un salaire pour tous. Je dis qu'il faut répartir le travail au lieu de presser les salariés comme des citrons aujourd'hui, de les alourdir avec des horaires délirants. Donc voilà, moi, c'est le camp des travailleurs, effectivement. Et comment on le finance? Eh bien, moi, je me pose la question. Comment on finance les dividendes de ces grands actionnaires? Vous répondez aux questions par une autre question. C'est facile. Non, mais parce que là, on trouve toujours l'argent. Vous voyez, pour payer ces PDG 300, 400 fois le SMIC, il n'y a pas de problème, on trouve l'argent. Pour que la fortune de M. Arnault grimpe jusqu'à 39 milliards, on trouve l'argent, bizarrement. Donc moi je dis oui, dans cette société, il y en a qui dominent et qui aspirent l'argent à leur propre compte. Et pour prospérer, pour devenir encore plus riches, eh bien qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent les salaires, ils suppriment des emplois et ils aggravent l'exploitation. Alors j'ai 2 questions. Il faut que les travailleurs se battent pour que les richesses qu'ils produisent leur reviennent. Voilà ce que c'est que le camp des travailleurs. Mais vous savez qu'on est tous des travailleurs autour de vous aujourd'hui. Vous aussi, vous êtes une travailleuse. Alors, je voudrais vous poser 2 questions. On est très conscients d'être travailleurs et des salariés, figurez-vous. J'aimerais savoir si vous considérez, d'abord, est-ce que tous les possédants sont des exploiteurs? Est-ce que tous les salariés sont des exploités, opprimés, méprisés? Est-ce que c'est votre vision du monde aujourd'hui? Alors, moi, j'aime bien être précise.
Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la réalité sociale, au-delà de la comédie politicienne, c'est qu'il y a une classe capitaliste. Eh bien, plusieurs dizaines de milliers, oui, de grands bourgeois qui concentrent les capitaux et qui ont leurs investissements dans différents holdings, sociétés de placement, etc. et qui sont présents dans plusieurs dizaines de conseils d'administration des grands groupes industriels et financiers. Et cette classe capitaliste-là, elle tient effectivement l'économie entre ses mains. Elle domine. Elle domine la vie de millions de salariés, de femmes et d'hommes. Et cette classe capitaliste, elle domine comment? Elle oriente toute l'économie. Comment? En fonction de ses intérêts égoïstes, privés. Il s'agit effectivement de faire grimper les dividendes, de faire grimper les cours. Mais là, vous parlez de... Vous personnalisez, j'ai envie de dire. Il y a un système qui est le capitalisme que vous dénoncez. Mais ce capitalisme, est-ce que vous lui reconnaissez certaines vertus, par exemple? Alors, ça permet de faire vivre des salariés et parfois même sur la planète, Madame Arthaud, grâce à la mondialisation tant décriée, de sortir des peuples entiers de la misère. Non, non. Vous ne reconnaissez aucune vertu au capitalisme? Non. Et vous savez, sous le temps de l'esclavage, on nous expliquait qu'heureusement qu'il y avait des maîtres d'esclaves, sinon les pauvres esclaves resteraient comme ça à crever la bouche ouverte. La réalité, c'est que non. Aujourd'hui, l'ensemble du monde du travail, oui, trime, bosse beaucoup. Alors, il y a différents niveaux d'exploitation. Il y a différents niveaux d'exploitation, je le concède, que oui, quand on est... Il y a quand même des gens qui sont heureux, qui gagnent de l'argent. Quand on est caissière, quand on est femme de ménage, on subit une exploitation brutale. Oui, violente, quand on est ouvrier sur chaîne, dans le bâtiment, etc. Et sans doute quand on est journaliste, quand on est pilote d'avion, c'est une exploitation à un autre niveau. Voilà. On est conscient qu'il y a des injustices et qu'il y a des inégalités. Alors une question. En revanche, tout notre système est effectivement organisé pour aspirer les richesses produites collectivement, parce qu'en réalité, collectivement, on fait fonctionner cette société. Et tout le mécanisme de notre société consiste à faire remonter ces richesses à un pôle, tant et si bien qu'il y a une réalité qu'on ne peut pas nier aujourd'hui, c'est qu'il y a 20 milliardaires qui possèdent l'équivalent de 20 millions de femmes et d'hommes. Voilà le résultat de notre ordre social. L'idée ultime de votre candidature, dites-moi si je me trompe, mais c'est de faire naître un grand mouvement de protestation pour mettre à bas ce grand capital, comme vous l'appelez. Qu'est-ce qui se passe après, si vous y parvenez ? Qu'est-ce qui se passe ? L'idée de ma candidature, plus exactement, c'est de permettre à des centaines de milliers de femmes et d'hommes d'exprimer leurs intérêts. Mais sans solution alternative. Mais la solution, pour aller au bout de la logique, ce sont des solutions. Mais ce sont des solutions, et même ce sont des solutions essentielles. Et si on ne se bat pas politiquement pour que chacun ait un emploi, pour qu'on se répartisse le travail, pour éradiquer ce chômage de masse, pourquoi se battons-nous? Laisser les belles promesses, les beaux parleurs dans le vide. Mais la vie de millions de gens, elle est suspendue à ça. Mais le boulot, vide, ça l'incarne aussi. Vous dites laisser les beaux parleurs parler dans le vide, mais quand on vous demande une alternative, une solution après, si vous parvenez à atteindre l'alternative, elle est là. L'alternative, elle consiste à ce que les millions de femmes et d'hommes qui travaillent aujourd'hui se battent pour que leurs droits, pour que leurs intérêts, effectivement, soient enfin respectés. Enfin respectés. Et moi, je ne vois pas d'autre moyen que de le faire au travers d'un rapport de force. Parce que la réalité, c'est que des élections, on en a eu beaucoup. Il y a eu différents présidents de la République, des majorités gouvernementales qui ont changé. Et ils ont toujours fait la même politique. Être candidate, posez-vous la question. Mais parce que moi j'ai une politique, n'a pas de sens. Parce que je vous présente une politique, et ma politique c'est de dire ne vous laissez pas abuser, ne tombez pas dans cette duperie des élections. Au-dessus de ces présidents de la République, il y a un pouvoir bien plus puissant, c'est le pouvoir du grand capital qui pèse sur nos vies, et dont on est dépendant. Donc moi j'ai une politique, et je pense que cette politique, il faut que les travailleurs la reprennent à leur compte. Allez, on a compris. Et leur donnent de la force. On a compris le sens et la philosophie. On a compris la démarche. Une petite remarque et une question. Tout à l'heure, vous avez parlé d'ennemis en parlant de vos concurrents. Ça m'a un peu étonné ce terme ennemi. Et il est guerrier. Pourquoi vous dites ennemi? Les ennemis des travailleurs, oui. Parce que vous savez, quand on passe une loi comme la loi El Khomri, par exemple, eh bien, on attaque la condition ouvrière, on attaque les moyens, y compris des travailleurs, pour se défendre, pour se protéger. Quand on fait reculer les retraites et du coup qu'on condamne des hommes et des femmes à vivre avec 600, 700 euros de retraite, eh bien, on attaque les conditions de vie. Vous savez, c'est une violence. C'est une violence quand on se retrouve sans boulot, quand on se retrouve licencié, quand on se retrouve... On a 60 ans, on est mis à la retraite des fois après 2 ou 3 ans de chômage parce que on n'est plus bon à être exploité. Donc on est gentiment poussé vers la sortie et on se retrouve sur ces vieux jours alors qu'on a passé sa vie à bosser, à même pas à devoir compter le moindre euro, à pas pouvoir se chauffer. Ça, c'est de la violence. Ce qui m'étonne aussi dans votre discours, Madame Arthaud, c'est qu'on a l'impression que les Français sont vraiment une population
d'opprimés. Il n'y a pas que ça dans le pays. Il y a aussi des gens qui sont contents de travailler, qui sont, je sais pas, alors peut-être que moi, en tant que journaliste, je suis exploitée. En tous les cas, ça me rend pas très malheureuse de l'être. Alors expliquez pourquoi vous avez ce raisonnement. On a l'impression que, je sais, il y a effectivement des travailleurs qui sont exploités, qui gagnent, vous parliez de 700 € par mois, qui ont des tout petits salaires, pour qui la vie est très dure, mais il y en a aussi beaucoup pour qui c'est pas si dur que ça. À vous entendre, on a vraiment l'impression que c'est l'apocalypse dans notre pays. Bon, en tout cas, moi, je parle pour cela. Vous parlez pour cela. Moi, Donc, moi, je veux faire entendre la voix, mais oui, parce que... Vous avez parlé tout à l'heure, Madame Ah non, mais Arthaud. attendez, je m'explique quand même une seconde. Et allez-y. Parce que, d'abord, c'est pas une minorité. Il s'agit de 6 millions de femmes et d'hommes qui sont recensés à Pôle emploi à la recherche d'un travail. Et ça veut dire Non, bien plus. certains travaillent sur les 6 millions. Et qui cherchent un travail. Et qui cherchent un travail. Qui cherchent un vrai travail parce qu'ils ont droit qu'à quelques heures de boulot par-ci, par-là. Et ça fait pas une Donc vie. c'est pour eux que vous parlez. Donc, et je parle pour aussi les 9 millions de pauvres. Et je parle pour tous les travailleurs qui pensent que cette société-là, ça ne peut pas être l'avenir de l'humanité. Et qui ont la conscience que même quand on s'en sort bien, même quand on tire son épingle du jeu, eh bien en réalité on est rattrapé par le pourrissement de cette société. Parce que moi je ne crois pas au fait de dire bah voilà, pour moi ça va et puis je ne m'occupe pas du reste. La réalité c'est qu'on est rattrapé par la barbarie, de la violence quotidienne. C'est parce que vous savez, le chômage de masse, les inégalités, c'est aussi la délinquance, c'est aussi ce fanatisme religieux qui monte, c'est aussi le racisme, c'est aussi le rejet de l'autre. Et qui peut dire que cela lui est indifférent ? Moi, je crois personne. Vous savez ce qui se passe au Moyen-Orient, regardez ces guerres. Vous croyez vraiment la vie d'ingénieurs, de pilotes d'avion, de gens bien installés, privilégiés en Syrie, a basculé. A basculé parce que le pays Vous croyez a que ça été pourrait en guerre basculer chez nous aussi? en Syrie. Non, mais et je c'est pense, bien. et Mais je en pense France, que, absolument, c'est l'élection française. Absolument. Je Qu'est-ce pense qui que pourrait nous faire basculer en cette Syrie, barbarie, beaucoup de choses. par exemple? D'abord, une crise économique. Vous savez, la Grèce n'est pas très loin. Ce qui s'est passé en Espagne, c'est pas très loin. Et c'est des médecins, des gens qui étaient bien installés, qui ont vu leur vie mise par terre par cette crise. Mais ça pourrait être aussi des guerres. Parce que vous savez, le climat guerrier, c'est pas non plus comment dire, je suis pas la seule à dire il y a un climat guerrier là qui Et s'installe. le président Trump a eu raison d'attaquer la Syrie l'autre jour? Moi, je le dénonce. Je dénonce. Le bombardement au gaz chimique de Bachar al-Assad, évidemment, c'est abject. Et je dénonce effectivement le bombardement de Trump, qui n'a qu'une signification. Hein. C'est une façon de dire, écoutez, c'est moi le chef. Voilà. Non, mais ça voulait dire aussi, voilà. ça voulait dire, Ça ça voulait suffit dire, on maintenant peut la pas laisser tolérance, la passer, complaisance avec Bachar el-Assad. Qu'est-ce qu'il Oh. aurait fallu faire, selon vous, Madame je- Arthaud? Il a fait toute sa campagne pour expliquer que Bachar al-Assad devait être un partenaire, qu'il fallait parler, qu'il fallait sans doute faire avec. Apparemment, il a changé. Alors, vous voyez, Il a ils se sont changé. mis. Oui, il a changé. Eh ben, apparemment. Et puis demain, il rechangera en fonction de ses intérêts, parce que la population, ils s'en moquent. Et les millions de Syriens, ils s'en moquent littéralement. Et ceux qui fuient leur pays, qui fuient l'enfer, ils s'en moquent. La preuve, c'est qu'ils leur claquent la porte sur les doigts, puisque Trump a aussi expliqué qu'il n'accueillerait il n'accueillerait aucun Syrien sur son sol. Alors, excusez-moi, mais quand on a de la compassion, soi-disant, vis-à-vis des peuples, eh bien, je crois qu'on se conduit un peu autrement. Nathalie Arthaud, vous avez évoqué tout à l'heure le cas d'une entreprise où les salariés refuseraient de désigner leur président au cours d'un Leur vote. PDG. Le PDG qui... Le PDG. on va Alors, choisir le meilleur PDG qui va regardez. licencier D'accord, c'est ce que vous avez dit. effectif. D'accord. Emmanuel Macron se donne comme objectif, comme tous les candidats, vous aussi, de lutter contre le chômage. Et il propose des mesures, des réformes du Code du travail par ordonnance. Il veut un choc de confiance et il veut, d'une certaine manière, comme vous, redonner le pouvoir à la base. Vous allez pouvoir le contester, mais il imagine des accords d'entreprise avec des référendums sur l'organisation du travail, sur les horaires. Comment est-ce que vous réagissez à cette idée-là ? Oui, c'est la loi El Khomri, puissance 10, puissance 100, puissance 1000, voilà, c'est ça. Et Emmanuel Macron, voilà... Et là, il donne le prétend faire beaucoup de neuf. À la base, et les seules solutions, c'est quoi ? C'est exonération de cotisation, c'est-à-dire les vieilles solutions qui sont utilisées depuis des décennies maintenant pour faire reculer le chômage, avec le résultat que l'on connaît, c'est-à-dire 1 million de plus sous Sarkozy, 1 million de plus sous Hollande. Donc ces solutions-là, elles sont bonnes pour les patrons, c'est la politique du MEDEF, c'est ce que demande effectivement Gattaz, mais pour les travailleurs, c'est sûrement pas bon. Et vous dites redonner la parole. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous souhaitez vous également. Écoutez, c'est de la fumisterie, ça.
Parce que individuellement et entreprise par entreprise, on n'a pas la force. On n'a pas la force de riposter, on n'a pas la force de contrebalancer le chantage patronal. La force des travailleurs, elle est collective. Et dès qu'on essaye effectivement de diviser les travailleurs entreprise par entreprise, et qu'on essaye de nous enfumer avec cette histoire du dialogue social, eh bien on est mort. C'est ça la vérité. Le dialogue social, pour vous, c'est de l'enfumage aujourd'hui. Quel est le dialogue social chez Vivart aujourd'hui? Moi, je suis allée au rassemblement des employés de Vivart qui se retrouvent, elles ne savent pas ce qui va se passer pour elles, si elles ne vont pas perdre leur boulot dans quelques mois. Quel est le dialogue social chez Michelin où c'est 0,6% d'augmentation quand les actionnaires, eux, ils sont bien payés, c'est plus 14-15%. Quel est le dialogue social chez McDo? Vous savez, les employés de McDo, ils demandent 13 € de l'heure. Quel est le dialogue social? Il n'y en a pas de dialogue social. Il n'y avait pas de dialogue social, y compris quand il y a eu la loi El Khomri. Alors moi, c'était une leçon de choses, parce que le gouvernement, M. Macron, nous disait « vive le dialogue social ». Mais le dialogue social, il était là, dans la rue. Il y avait les salariés qui étaient mobilisés en grève. Il y avait combien d'enquêtes, d'opinions, etc. pour expliquer qu'il y avait un rejet unanime du monde du travail de cette loi. Ça, c'était le dialogue social. Ils les ont entendus, les travailleurs. Et oui, vous parliez de vieilles recettes qui ne marchent pas, qui ont fait leurs preuves, ou plutôt leurs non-preuves. Mais d'une certaine façon, vous aussi, vous proposez une vieille recette. La baisse du temps de travail, ça a déjà été expérimenté avec les 35 heures. Et pourtant, on a de plus en plus de chômeurs. Alors, non, ça n'a pas été expérimenté parce qu'il n'y a pas eu d'embauche, il n'y a pas eu de contrainte d'embauche. Moi, je pense qu'il faut... Il y a un tabou. Il y avait ce qu'on appelait les emplois 35 heures. Vous savez, il y a quand même un tabou parce qu'on nous dit on a tout essayé pour combattre le chômage, mais il y a une chose qu'on n'a pas essayé. Non, c'est de prendre sur les profits, effectivement, sur les dividendes, pour répartir vraiment le travail entre tous et pour créer des emplois. Moi, ce que je ne comprends pas, pourquoi... On est tous, beaucoup défendent cette idée que Bernard Arnault doit absolument voir sa fortune augmenter de 8 milliards en un an, et que forcément, pour cela, il faut accepter la fermeture d'entreprises du genre Logo dans le Jura, le lunetier qui travaillait pour LVMH, qui a fermé parce que pas assez compétitif, n'est-ce pas? Donc c'est des centaines de salariés qui se sont retrouvés sur le carreau. Voilà pourquoi, au nom d'une... pour la fortune de quelqu'un de richissime, accepter ce recul social, accepter dans des régions entières, il y ait encore plus de chômeurs. Donc, on n'accepte pas, on fait quoi? C'est la grève, on les contraint à maintenir le minimum. À mon avis, le minimum, c'est le maintien des emplois. Moi, je comprends absolument bien et on est tous d'accord, mais on les concrètement. Mais la loi, s'il y a une mobilisation, s'il y a un rapport de force et qu'on arrive à faire en sorte qu'il y ait cette loi-là d'interdiction des licenciements. Attendez, excusez-moi, mais des contraintes, on en met plein pour les travailleurs. Alors, on a compris. On n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça. Eh bien, écoutez, il faut que les grands groupes industriels n'aient pas le droit. Il a du mal. J'essaye de faire la loi, j'ai du mal. J'avais envie de vous demander comme ça, juste on a 30 secondes. 30 secondes. Nathalie Arthaud, on vous rencontre tous les 5 ans. Vous avez l'occasion de me rencontrer plus souvent, monsieur. Vous avez parlé dans les manifestations. Absolument. Vous me verrez. Toujours avec la même fougue. Est-ce que de temps en temps, vous essayez de penser contre vous-même? Mais je suis bien obligée puisque je suis minoritaire sur tous les plateaux que je fais. Ah oui, non, mais ça vous renforce. Dernière question. Voilà. Dernière question. Il faut que j'argumente. Écoutez. Je suis bien obligée de remettre en question. Dites-moi, dans l'actualité, il y a eu la destruction par un incendie du camp de Grande-Synthe, près de Dunkerque. Il y avait sur place 1500 migrants. Que feriez-vous là tout de suite face à cette situation? Moi, j'ouvrirais les frontières. Ce qui est fou, c'est que le gouvernement français dit on ne veut pas accueillir les migrants, mais en même temps, il les enferme, il les empêche de passer de l'autre côté. Parce que tous ces, quand même, il faut le rappeler, ces femmes, ces hommes, ces enfants, ils veulent aller de l'autre côté de la Manche parce qu'ils ont de la famille, parce qu'ils ont des amis, parce qu'ils ont des gens qui sont prêts à les accueillir et à les aider. Voilà, le mettre le pied à l'étrier. Et donc moi, je pense que le drame à Calais, c'est effectivement la fermeture des frontières. Donc, il faut que les Anglais soient d'accord aussi pour les accueillir. C'est bilatéral. Alors personne ne veut les accueillir. Alors moi, la question que je pose, c'est où est-ce qu'ils peuvent aller, ces femmes et ces hommes? Ils sont obligés de se retrouver effectivement à risquer leur vie pour traverser la Méditerranée? La question qui se pose, c'est ça. Moi, ce que j'ai envie de dire aux travailleurs ici, c'est que ce n'est pas les migrants qui sont responsables du chômage de masse, ce n'est pas les migrants qui sont responsables du blocage des salaires et du recul de la condition ouvrière. Non, ce sont ceux qui organisent aujourd'hui cette économie et qui en profitent, qui prospèrent sur la base de l'exploitation de tous. Et ce que j'ai envie de leur dire aussi, c'est que si demain il y a une crise, eh bien, ce sera peut-être nous les réfugiés. Et peut-être que nos enfants, ils auront besoin d'aller chercher du travail ailleurs. Et ils auront peut-être besoin de passer des frontières. Et on la voudra, l'ouverture de frontières. Donc il la faut pour tous les opprimés de cette terre.
Merci Nathalie Arthaud. On vous retrouve donc entre deux campagnes présidentielles à la porte des usines en train de vendre votre journal, Oui, Lutte ouvrière. c'est ça, Voilà. dans les manifestations Et dans les manifs. et dans Voilà, les on a compris. grèves. Merci. Merci à vous. Deuxième Bonne invité soirée. de cette Merci, au émission, revoir, c'est Marc. Nicolas Au Bay, le revoir. secrétaire général de Force ouvrière, Front National. du Front National. Bonsoir Nicolas Bay. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du Front National, je Bonsoir. le disais à l'instant. Marine Le Pen semble connaître un trou d'air dans sa campagne qui pourrait accentuer peut-être, vous nous le direz, sa déclaration récente sur le Veldiv. On va en parler, mais d'abord, on va poursuivre peut-être sur l'évocation du camp de Grande-Synthe. La priorité pour vous est-elle, comme pour le gouvernement, d'ailleurs les ministres de l'Intérieur et du Logement se rendent sur place, la priorité est-elle de trouver des hébergements d'urgence pour les personnes en détresse? Non, il faut démanteler ces camps. On a démantelé Sangatte, ça c'était Sarkozy, ça a créé Calais. On a démantelé Calais, maintenant on a le camp de Grande-Synthe qui est le lieu du chaos migratoire, avec des affrontements entre les migrants. La vérité, il faut être clair, c'est que l'immense majorité de ces migrants sont des clandestins, ils sont là pour des raisons purement économiques, ils n'ont pas vocation à rester en France, donc il faut les expulser. Et s'agissant des demandeurs d'asile, il faut expulser ceux qui sont déboutés du droit d'asile, et ceux qui demandent l'asile, ils doivent le faire depuis les pays On qu'ils les fuient, expulse depuis où? les pays Vers où, limitrophes, monsieur vers leur pays d'origine, dans l'immense majorité des cas. Oui, mais on vous savez connaît bien leur qu'on pays retourne en d'origine. Irak ou en Syrie par les temps qui courent. Oui, mais vous savez aussi que l'immense majorité de ces clandestins, et le ministre de l'Intérieur l'avait reconnu il y a quelques mois, ils ne fuient absolument pas la guerre, ils sont là d'abord pour des motifs économiques. Vous le savez très bien qu'à Calais et à Grande-Synthe, l'immense majorité d'entre eux, ce ne sont ni des Syriens ni des Irakiens. Donc il faut arrêter de dire ça aux Français, un peu pour les culpabiliser en disant ils fuient la guerre. Et puis, je vais vous dire, pour aller plus loin, est-ce que le critère du fait qu'ils fuient un pays en guerre, c'est un critère suffisant? Je ne crois pas, parce qu'il y a 260 millions de personnes qui habitent dans des pays en guerre. Donc si on prend ce critère-là, eh bien, on aura une submersion totale. On ne peut pas accueillir des gens uniquement parce qu'ils fuient un pays en guerre. Vous savez que le droit d'asile, normalement, au sens strict, ça se limite aux personnes qui sont persécutées dans leur pays personnellement à raison de leurs options philosophiques ou religieuses, ou politiques. Donc l'immense majorité d'entre eux ne se trouvent absolument pas dans ce cas-là. Je crois S'ils qu'il ne fuient faut... pas la guerre, ils fuient la Oui, misère. bien sûr, mais on ne peut pas les accueillir. On a 6 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres. On n'a rien à leur offrir. Il n'y a pas d'Eldorado français, il n'y a pas Monsieur d'Eldorado Bay, européen. il y a faut des aussi dire cette migrants qui vérité-là. se sont installés en France aujourd'hui. Il y a eu des expériences qui ont été menées, qui sont Oui, allées dans nos aux frais du campagnes. contribuable, oui. Ça s'est bien passé. Bon, c'est ça, des c'est- gens ça, qui c'est sont vous qui le dites. intégrés. Pour l'instant... Pourquoi ne pas continuer Mais l'expérience? est-ce que vous croyez que c'est juste, très franchement, d'accueillir des migrants aux frais du contribuable? Ce sont des clandestins, on les loge gratuitement. C'est la solidarité Y française compris- aussi, c'est la Oh, non, France. non, on n'a pas demandé c'est leur avis aux l'histoire. Français, en l'occurrence. Ça a été décidé, la politique de relocalisation a été décidée par l'Union européenne, votée par la droite et par la gauche, sans demander l'avis aux Français. Ensuite, les préfectures imposent des décisions à des petites communes à qui on ne demande pas leur avis, qui subissent déjà le marasme agricole, la baisse des services publics et qui subissent maintenant cette immigration. Et ça crée une injustice insupportable parce que ce qu'on fait pour des clandestins, on les loge, on les nourrit même souvent, y compris dans des centres de vacances spacieux. C'est ce qu'on ne fait pas pour des Français qui dorment dans la rue ou dans leur voiture. Alors Le Monde ce soir a mené une enquête et assure que la France fait tout pour en fait décourager les demandes d'asile. Tout est fait dans les préfectures pour freiner les dossiers. Ça n'est pas avoué. Ça, c'est une attitude que vous approuvez, j'imagine. Non, je crois surtout qu'aujourd'hui, il y a une politique de laxisme total. D'abord, de laxisme dans l'octroi des visas, laxisme dans l'immigration légale, pour accorder des titres de séjour, laxisme aussi dans l'immigration clandestine, pour une raison simple, c'est que à la fois la politique du gouvernement qui les laisse entrer et qui les empêche de sortir et qui ne les expulse pas quand ils sont déboutés du droit d'asile, 94% des déboutés du droit d'asile ne sont pas expulsés, ça c'est la Cour des comptes qui le dit, et de surcroît, on a aussi toute l'immigration qui arrive ailleurs en Europe. L'Allemagne, par exemple, M. Macron est venu se prosterner devant Mme Merkel pour la féliciter d'avoir accueilli 1 500 000 migrants, mais ces 1 500 000 migrants, pour beaucoup d'entre eux, ils peuvent venir très facilement, grâce à Schengen, en France. Il ne faut pas dialoguer avec l'Allemagne Mais bien sûr que si, qu'il faut dialoguer avec l'Allemagne. Et d'ailleurs, on n'a pas attendu l'Union européenne ni Mme Merkel pour avoir des discussions et des liens d'amitié avec l'Allemagne, mais quelle que soit notre histoire tourmentée avec ce pays. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, cette immigration massive, non seulement l'Union européenne ne nous en protège pas, mais elle l'organise. Il n'y a jamais eu de volonté de protéger les frontières extérieures de l'Europe. Les frontières sud sont de véritables passoires. Et aujourd'hui, eh bien, on subit cette immigration à flot continu. Et évidemment, non seulement elle pose un problème de sécurité, je vous rappelle quand même que les attentats du Bataclan, par exemple, ont été commis par plusieurs personnes qui sont passées par les filières classiques de l'immigration C'était clandestine. française aussi.
Oui, enfin, qui étaient en tout cas tous issus de l'immigration, tous bénéficiaires du laxisme judiciaire, et pour un certain nombre d'entre eux sont passés par les filières classiques de l'immigration clandestine, c'est-à-dire via les îles grecques. Donc on voit bien que l'immigration, elle génère l'insécurité et même le terrorisme sur notre sol, indépendamment même du fait qu'elle déséquilibre dramatiquement nos comptes publics et nos comptes sociaux. Alors, Je voudrais revenir au Front National et puis à Madame Le Pen, si vous voulez bien. Si Madame Le Pen ne gagne pas l'élection présidentielle, ce qui est tout à fait possible, le contraire aussi, mais ce cas de figure est envisageable. Comment est-ce que le FN peut ne pas se scinder vu toutes les... oui, non mais ça vous fait rire, mais enfin, il y a tellement de contradictions, tellement d'opinions différentes chez vous. Ah bah écoutez, entre Marine Le Pen, qui est plutôt pour une laïcité, pour la laïcité, laïcarde, comme on dit un petit peu familièrement, et puis Marion Maréchal Le Pen, qui est plutôt sur une ligne, on va dire, plus conservatrice, hein, catho-tradi, comment est-ce que tout ça peut venir? Je pense à M. Philippot qui devait venir. Par exemple, M. Vizier, hein, c'est cela? Non, c'est pas M. Vizier, c'est M. Collard, pardon. Oh là là, je me trompe. Monsieur Collard, Maître Collard a dit Philippot, je veux le virer. Non, il n'a jamais dit ça, c'est des propos erronés qui ont été rapportés. Il y a même une dépêche d'agence, on ne dit pas n'importe quoi. Il y a des sensibilités au Front National, mais ça fait la force d'un mouvement politique comme le nôtre. Le Front National fait 30% des voix, Marine Le Pen aujourd'hui rassemble 30%. très largement, enfin 28% dernière régionale pour être précis. Bon, Marine Le Pen, elle rassemble très largement des Françaises et des Français qui ont des parcours et des sensibilités différentes. On n'est pas une secte, c'est normal. Après, Marine Le Pen, elle a un projet présidentiel, ça c'est un projet qui est, disons, plus personnel. Tout le monde la soutient. Je vais vous dire, les petites différences que vous soulignez, elles sont, vous en conviendrez, pas des petites assez mineures par rapport à ce qu'on voit dans les autres partis où ils sont à peu près d'accord sur rien. Ben, je ne sais pas ce qui va se passer dans les autres partis, peut-être que ça tout ça va exploser aussi, je ne sais pas ce qui va se passer. On pourrait faire le point sur les différences que vous évoquez, mais elles sont mineures, je suis désolé, mais on peut défendre la laïcité, la neutralité philosophique et religieuse des institutions en tenant compte en même temps, et c'est ce que fait Marine Le Pen, de la réalité, c'est-à-dire qu'on est un pays de culture, de tradition qui a été bercé par le christianisme, et ça c'est une réalité qu'on soit chrétien ou non, c'est pas une question de croyance religieuse. Alors on verra comment le Front National sera impacté ou non par la grande recomposition politique qu'on annonce après cette présidentielle. Pour l'instant, on se fonde sur les sondages. Il y en a eu une batterie aujourd'hui qui montre que Marine Le Pen donc, perd 2 à 2,5 points dans les intentions de vote, même si elle reste en tête. Est-ce que vous êtes inquiet? Et qu'est-ce qui ne marche pas dans sa campagne? Non, d'abord, je ne suis pas inquiet. La campagne marche très bien, il y a une vraie dynamique. Il n'y a pas de tassement. Non, mais vous conviendrez quand même que quand Marine Le Pen passe de 26 à 24, de 24 à 25, de 25 à 23... Quand on se retrouve avec 4 candidats dans un mouchoir de poche... C'est conséquent quand même. Ça, c'est pas tout à fait vrai. D'abord, on est dans la marge d'erreur. Qu'est-ce que vous dites quand c'est pas tout à fait vrai? Les variations d'un point ou deux, c'est la marge d'erreur. Ensuite, quand vous regardez de près les sondages, il y a la réalité, c'est qu'il y a 2 candidats qui sont largement en tête, 5 ou 6 points devant les suivants. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a 4 candidats dans un mouchoir de poche. Pour l'instant, non. Ensuite, vous remarquerez que non seulement Marine Le Pen est en tête dans les sondages, alors qu'il y a quelques jours, ou il y a une semaine ou 10 jours, on nous disait que Macron était devant, c'est plus le cas, mais de surcroît... Ils sont coude à coude. Elle a aussi, et c'est un indicateur au moins aussi important que les certitudes de vote, que les intentions de vote, elle a les certitudes de vote les plus élevées. Les certitudes de vote, c'est-à-dire qu'elle a un socle extrêmement solide. Alors, bien sûr, il faut élargir. Bien sûr, notre projet, c'est de la porter à l'Élysée, c'est-à-dire de franchir la barre des 50% au second tour, mais on sait aussi que, évidemment, les haies sautent les unes après les autres. Il y a d'abord le premier tour. Je crois que Marine Le Pen a mené une campagne de fond, et on voit bien qu'en se maintenant à un niveau très élevé, quelle que soit l'actualité de la campagne, quelles que soient les hausses ou les baisses des autres candidats, ça montre la solidité des électeurs qui se tournent vers elle. Elle ne s'est pas laissée imposer son calendrier par les uns ou par les autres. Elle est restée dans la logique des institutions, la rencontre d'une candidate avec le peuple, alors que les autres se sont enfermés dans leurs primaires, et on a même le sentiment qu'ils n'en sont toujours pas sortis, finalement, à droite comme à gauche. Donc je crois que la dynamique, elle est clairement de son côté, et on le voit tous les jours sur le terrain, on le voit dans les meetings. Bon, c'est pas ce qu'indiquent les sondages. Bon. Si, bien sûr que si. Après qu'il y ait une variation d'un point ou deux, vous conviendrez quand même qu'on ne peut pas facilement en tirer des conclusions. D'accord. Bon, alors Nadège. Alors, il y a quand même ces variations-là. Alors, j'ai envie de vous demander où vont les gens qui laissent Marine Le Pen, qui la laissent tomber? Ne me dites pas qu'ils ne la laissent pas tomber. Il y en a quand même quelques-uns. Parce que de sondage en sondage, on voit depuis une dizaine de jours qu'il y a des gens qui s'en vont. Ils s'en vont où, à votre avis? Vers Mélenchon, vers Fillon, vers Madame Arthaud? Quand vous dites qu'ils s'en vont, c'est-à-dire que Marine Le Pen est passée de 26 à 24 dans certains sondages. Bon, c'est quand même 2 pas... points, ça fait 700 000. On ne peut pas dire que ce soit une baisse spectaculaire. Ensuite, il y a évidemment aussi, depuis quelques jours, ont émergé tout un tas de ce qu'on appelle les petits candidats, c'est-à-dire un peu péjoratif, moi j'aime pas beaucoup ce terme, mais qui ont pris 0,5 à 1 point, etc., qui d'ailleurs pour certains défendent des positions qui sont proches des nôtres. Jean-Luc Mélenchon. Je pense à Nicolas Dupont-Aignan. Pourquoi vous ne pensez pas à Jean-Luc Mélenchon? À un niveau plus élevé. Vous ne pensez pas à Jean-Luc Mélenchon? François Asselineau. Non, je pense à François Asselineau, au moins sur certains points. Mais Jean-Luc Mélenchon a le même plan B que vous.
il a le même plan B à l'issue d'une négociation après une éventuelle prise de pouvoir. Oui, il s'est aligné sur C'est la position d'ailleurs. Une négociation européenne Oui. et après la dénonciation des traités, donc de l'Union et la sortie de l'euro. Ouais, non, nous, ce Donc qu'on vous veut- avez le même plan B. Non, mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui s'est aligné sur nos positions. Nous, ce qu'on veut, on est pragmatique. On n'est pas idéologue. On voit que l'Union européenne ne fonctionne pas. Elle organise l'impuissance collective des nations européennes. Aujourd'hui, elle marche mal. Son fonctionnement est antidémocratique. Ses orientations politiques sont mauvaises. Donc on veut tout remettre en question et par une grande renégociation. Tout mettre Je pense- par terre. Non, pas mettre par terre. Renégocier, se mettre à la table des négociations à Bruxelles avec les autres pays Mais d'Europe. comment Et vous ensuite, imposez si jamais- cette mais je crois renégociation, cette honnêtement- remise à plat mais totale? honnêtement, Même François Hollande, aujourd'hui- il était très volontaire quand il a été élu en Non, 2012. il était pas On a il vu était ce que volontaire ça de a rien du donné. tout. Il voulait continuer dans la logique mondialiste ultralibérale. Aujourd'hui, il y a plein de pays, la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne, qui remettent en cause les orientations de l'Union européenne, qui sont en phase avec nous pour plus de souveraineté. Et nous, ce qu'on veut, c'est une Europe pragmatique. La réalité de l'amitié entre les nations d'Europe, elle est évidente, personne ne la remet en question. On voit bien que l'Union européenne, elle a affaibli l'Europe. Eh bien, il faut une Europe des nations qui respecte les spécificités des nations, qui leur redonne aussi leur souveraineté principale, territoriale, sur les frontières, économique, monétaire, bien sûr. Et ensuite, on pourra alors avoir une puissance collective des D'accord. nations On ne voit pas européennes. forcément bien que l'Europe a affaibli l'économie du continent. Ça, vous l'affirmez, par exemple. C'est une Aujourd'hui, réalité. il y a des prévisions de l'OCDE qui montrent que la zone euro repart de plus belle, Oui, mais vous savez, avec les le prévisions- chômage qui recule. Ce sont des prévisions et ce sont des résultats déjà dans Malheureusement, les certains pays. prévisions de campagne Donc, est-ce électorale- que vous vous trompez pas Oh, de cible? pas gêné. L'Europe, bouc émissaire. Est-ce que Non, mais les excusez-moi, mais- faiblesses ne sont pas les nôtres? Non, mais je dis pas, j'exonère pas les responsables politiques français quand je dis ça. Je dis simplement qu'ils se sont soumis aux orientations de l'Union européenne, l'austérité, l'absence de protection, pas de droits de douane, pas de patriotisme économique, l'ouverture totale des frontières. Aujourd'hui, la zone euro est la zone économique du monde qui a la plus faible croissance. Les prévisions, c'est bien gentil, mais moi, je préfère regarder la réalité. Et aujourd'hui, on voit bien que les pays qui ne sont pas dans l'Europe ou qui ne sont pas dans l'euro, eh bien, ils s'en sortent plutôt mieux sur le continent européen. La Norvège, la Suède, la Suisse, la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, dont je rappelle qu'elle est... on nous avait L'Allemagne, dit que vous ça allait oubliez être- l'Allemagne. Vous oubliez l'Allemagne qui est un modèle Oui, mais- de réussite. mais c'est intéressant ce que vous dites, vous avez raison, mais en l'occurrence, pourquoi l'Allemagne est la grande gagnante? Parce que la monnaie unique européenne, aujourd'hui, sert les intérêts de l'Allemagne au détriment de tous les autres. Et c'est évidemment le fond du sujet. Donc nous, quand on veut retrouver notre liberté dans un certain nombre de domaines, c'est d'abord pour rendre le pouvoir au peuple, c'est un principe démocratique, et ensuite c'est pour pouvoir à nouveau défendre nos intérêts, ce que ne fait évidemment Alors, pas l'Union européenne. Je vais vous demander, pour un deuxième tour, question très pratique, vous préféreriez qui? Fillon, Mélenchon ou Macron. Ou Macron, voilà. C'est les Excusez-moi. Français qui décideront, mais Oui, bien sûr. Mais ce qui est vrai, c'est que le clivage qui se dessine possiblement avec Emmanuel Macron a le mérite de la clarté. La clarté entre Marine Le Pen qui défend la nation pour protéger notre économie, pour protéger nos frontières, pour effectuer un certain nombre de régulations qui sont indispensables et qui sont attendues par les Français, et Emmanuel Macron qui assume, il faut bien le dire, ou presque, un positionnement ultralibéral, mondialiste, de dislocation totale de la nation. Ce serait votre meilleur Une nation qui ne adversaire. protège plus, une nation qui refuse sa propre identité, une nation qui renonce à être elle-même, finalement. Les propos qu'il a tenus à Alger, les propos qu'il a tenus en disant qu'il n'y avait pas de culture française. Ah, il est Sa revenu dessus, Sa volonté, hein. oui, mais Non, il défend la culture comme il dit tout et française. son contraire, on ne s'y retrouve plus bien. On voit que l'opportunisme et la communication priment sur les convictions chez Emmanuel Macron, mais la réalité, c'est qu'il veut aller toujours plus loin dans l'Union européenne, toujours plus loin dans l'immigration massive, toujours plus loin dans la dérégulation. Il veut faire une loi El Khomri puissance 10, c'est ça son projet. Ah ben vous reprenez exactement la même formule que Madame Artaud. Ah, Non, voilà, mais, ça fait un point commun. Un point oui, mais commun. le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'être d'accord sur le constat, il faut être ensuite d'accord Ouais, sur ouais, les ouais. propositions, je ne crois pas que ce soit le cas. Vous parliez de Mélenchon tout à l'heure. Oui. Mais Mélenchon, aujourd'hui, bon, outre le fait qu'il grimpe et il prend quelques points, comme il avait en 2012, le même jour en 2012, le 11 avril, il était à 16% dans les sondages. Il a, Oui, Alors, il n'y avait il a pas fini- ce quatuor. il a fini- Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur Jean-Luc Mélenchon? Il a fini à 10,5. Mais je crois très franchement qu'au-delà voilà, de l'intérêt que les Français peuvent lui porter dans le débat parce qu'il est un bon orateur, au-delà de ça, on voit bien que son projet, il ne répond pas aux aspirations des Français. Son projet, c'est quoi? C'est l'hyperfiscalité, 100 milliards d'euros d'impôts supplémentaires, et c'est l'immigration massive. Son discours de Marseille, c'est pour vanter la société multiculturelle, qui sera une société multiconflictuelle, pour aller toujours plus loin dans la logique immigrationniste, c'est-à-dire le contraire des intérêts des classes populaires, que par ailleurs, il n'a pas dans ses électeurs, mais qu'il essaye de capter. Il y a une incohérence totale chez Jean-Luc Mélenchon. Il voudrait parler au nom du peuple, mais il ne veut pas protéger le peuple contre cette immigration massive. Mais il y a Monsieur une- Macron, il y a une absolument dynamique, désastreux. il y a votre une préféré, dynamique, c'est votre Non, je dis- adversaire préféré. je dis monsieur simplement Macron. que C'est le- pourtant celui qui pourrait vous battre le plus facilement. Je ne suis pas sûr d'abord, et je pense surtout que c'est le débat de fond qui est le plus intéressant. Et finalement, si on sort des petites polémiques un peu vaines, ce qui est intéressant, c'est évidemment
évidemment le projet qu'on porte pour la France. Marine Le Pen, je crois, elle a le mérite de la cohérence, de la clarté. Elle est honnête, elle présente son projet intégralement, il n'y a pas de faux semblants. Elle l'a exprimé depuis de nombreuses années, et en tout cas depuis des mois. Finalement, Emmanuel Macron, même si on voit bien qu'il essaye souvent de louvoyer un peu, il défend des options et dont ses soutiens sont révélateurs d'ailleurs. Quand on voit qu'il est soutenu par Cohn-Bendit, par Bernard-Henri Lévy, par François Bayrou, par Bertrand Delanoë, on voit tout ce que le monde compte de libéraux libertaires qui ont participé à tous les gouvernements de droite et de gauche qui ont échoué. Robert Hue, libéral Il libertaire, sera surpris. Allez, il reste 5 minutes. Il est devenu, curieusement, oui, ça peut surprendre. Allez, en tout cas un peu libertaire. Et le résultat, c'est que tous ces gens-là, en fait, ils sont derrière Macron. Pourquoi ? Parce que Macron, c'est pas le renouveau, c'est le recyclage. Il reste 5 minutes. Une question sur les législatives et une question sur les dossiers internationaux, la Syrie notamment. Les législatives, Monsieur B, c'est un peu votre dossier au FN, vous le suivez tout particulièrement. Est-ce que déjà, première question, il y aura 577 candidats Front National aux législatives ? Oui, bien sûr, il y aura en tout cas 577 candidats pour la majorité de Marine Le Pen, pour constituer une majorité parlementaire. L'objectif, si elle l'emporte à la présidentielle, c'est ensuite, dans la foulée, de constituer une majorité qui sera composée, bien sûr, du Front National, sans doute comme ossature principale, mais aussi d'un certain nombre de personnalités qui seraient susceptibles de nous rejoindre. Et puis, au-delà de ça, notre projet, c'est toujours de rassembler les Français et de ne pas s'enfermer dans des considérations. Alors, question subsidiaire. Vous parlez d'une majorité de personnalités qui pourraient vous rejoindre. Vous appelez des gens comme Henri Guénaud, par exemple, Thierry Mariani, des députés de droite, à vous rejoindre aujourd'hui, quitte à porter peut-être l'étiquette Front National. On a eu l'occasion de citer un certain nombre de personnalités, comme Nicolas Dupont-Aignan, comme Henri Guénaud, dont on voit bien qu'ils ont des positions souvent très proches des nôtres. Après, on n'est pas à leur place, ils font ce qu'ils veulent. Nicolas Dupont-Aignan, pour ne citer que lui, il est candidat et il est très légitime à être candidat. Donc ce rassemblement, il se fera entre les deux tours de la présidentielle, au lendemain de la présidentielle, pendant la campagne ou entre les deux tours des législatives. Le but, c'est de rassembler, et bien au-delà du Front National. Marine Le Pen, elle n'est d'ailleurs pas la candidate du Front National. Elle est soutenue par le Front National, ça fait aucun doute. Mais sa candidature, je pense, rassemble tous les patriotes. Il y a deux députés aujourd'hui du Front National. Vous n'avez que deux députés, oui, mais ça, vous pesez 28%, mais non, en même temps, comment on a deux députés parce qu'on avait... Comment garantir que vous êtes capable d'avoir une majorité si Marine Le Pen... En 2012, arrivé au pouvoir. En 2012, je vous rappelle qu'on a obtenu 13% des voix. Et que ces deux députés, ils correspondent à un Front National à 13%, cumulé avec un mode de scrutin très antidémocratique, qui est le scrutin majoritaire à deux tours. Il est évident que si Marine Le Pen obtient 50% des voix, ou un peu plus, à l'élection présidentielle, eh bien la configuration ne sera pas du tout la même et qu'on peut avoir une majorité. Ça me semble logique. C'est la logique institutionnelle. Vous ne voulez pas tellement donner de nom, mais par exemple, on a parlé de Nicolas Dupont-Aignan. Il donne une interview dans Le Monde ce soir, vous l'avez lu. Il tape beaucoup sur Fillon. Il épargne Marine Le Pen. Vous pourriez vous entendre avec lui. Je crois que Nicolas Dupont-Aignan défend à bien des égards des positions qui sont proches des nôtres. Il a sa personnalité, son parcours, son mouvement. Mais il y a quand même beaucoup de proximité sur le plan des grandes orientations politiques. Et ce qu'il dit sur Emmanuel Macron ou sur François Fillon est tout à fait pertinent et correspond aussi à nos analyses. Donc voilà, donc vous êtes fait pour vous retrouver, quoi. Écoutez, nous, on tend la main à tous les patriotes, mais ce sera aussi le patriote, c'est un mot employé ce sera l'enjeu du second tour. Hein. Oui, mais vous savez... vous employez des mots qui ressemblent à ceux de Mme Marteau quand vous parlez de la loi El Khomri puissance 10. Vous savez... à M. Macron quand vous parlez de patriote. Vous savez, on dit il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et en matière de patriotisme, c'est un peu la même histoire. Emmanuel Macron, comment peut-il dire qu'il est patriote alors que tout ce qu'il a fait quand il était pendant 2 ans à Bercy ou 3 ans au secrétariat général de l'Élysée a consisté finalement à affaiblir la France, à affaiblir toutes les protections. Peut-être on peut mais on peut vous rétorquer facilement, Monsieur Beck, vous dites patriote pour ne pas dire nationaliste. Non, parce que le terme nationaliste est finalement il est embarrassant. Veut tout rien dire. Il est très ambigu, il définit des mouvances autonomistes d'extrême gauche, de régionalistes, enfin il définit un peu tout et n'importe quoi. Aussi des mouvements d'extrême droite. Non, mais ce qui nous définit, c'est le patriotisme, c'est-à-dire l'attachement à la patrie, l'attachement à la nation comme moyen le plus performant de protéger la sécurité des Français, la prospérité économique et les libertés fondamentales. Alors, dernière question, il ne reste pas beaucoup de temps. Vite. Qu'est-ce que vous pensez la Syrie de Donald Trump avec son attaque sur le camp syrien. Et le message de fermeté, qu'il fait porter aujourd'hui même à Moscou. Oui.
Par Mais je son crois que Donald Trump a secrétaire d'État. Il a un peu changé d'avis par rapport à ce qu'il disait pendant sa campagne. Vous le regrettez Oui, on le regrette, on le dit clairement. On a vu d'un bon œil l'élection de Donald Trump parce que ça correspond, nous semble-t-il, aux intérêts de la France. Aujourd'hui, d'abord, on ne fait pas d'ingérence dans la vie politique américaine. Ensuite, les positions qu'il a prises ces derniers jours sont un peu une rupture par rapport à ce qu'il avait dit dans le passé, en disant qu'il ne voulait plus des États-Unis qui font un peu les gendarmes du monde. Je crois que c'est dangereux ce qu'il a fait. Pourquoi ? Parce que, évidemment, que c'est atroce, ces bombardements, bien sûr, mais si on affaiblit aujourd'hui le régime de Bachar el-Assad, aussi contestable soit-il, j'en conviens, eh bien on va laisser les islamistes continuer à prospérer. C'est-à-dire le même écueil dans lequel François Fillon et Nicolas Sarkozy sont tombés avec la Libye. Ils ont abattu finalement le régime de Kadhafi. Moyennant quoi, on a les islamistes qui appliquent la charia qui sont au pouvoir. Merci à vous, Nicolas Bay. Je rappelle, vous êtes le secrétaire général du Front National. Merci d'avoir été avec nous. Vous allez céder votre fauteuil maintenant à notre troisième invité, qui est candidat à la présidentielle, et c'est monsieur François Asselineau. Bonsoir, monsieur Asselineau. Bonsoir. 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 Et merci d'être avec nous. Il y a eu beaucoup de fougue dans cette émission avec nos deux premiers invités. J'ai l'impression que, même si vous êtes déterminé dans vos convictions, ce sera peut-être un peu plus rond avec vous, je ne sais pas. Mais moi, je suis candidat à l'élection présidentielle. Et le président de la République, il a pour premier devoir d'être l'arbitre. Et il exerce par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Vous voyez, et peut-être que vous vous situez déjà un peu au-dessus de la mêlée. Ben, c'est le rôle du président de la République. C'est pas un Premier ministre, c'est pas un chef de parti, un chef de gouvernement. Normalement, quelqu'un qui est candidat à l'élection présidentielle doit veiller à rassembler les Français. D'accord. Les deux prédécesseurs qui sont passés avant moi passent leur temps à essayer de diviser les Français. Ouais, qu'est-ce que vous en avez pensé, là, sincèrement de ce que vous avez Sincèrement, je trouve que Mme Arthaud et puis le représentant de Mme Le Pen passent leur temps à essayer de diviser les Français au moment où il faut les rassembler. Sur l'Europe, Vous vous êtes avez un des points communs rassembleur. avec eux. Sur l'Europe, on a évidemment des points communs. D'ailleurs, je vous rappelais, lors du débat qui a eu lieu avec les 11 candidats, en réalité, finalement, pratiquement tous les candidats avaient des choses à reprocher à l'Union européenne. Pratiquement tous. Il n'y en a aucun qui a trouvé que c'était formidable. Ouais. Même M. Macron et même M. Fillon, qui sont les plus... Tout le monde est d'accord pour dire qu'on peut améliorer l'Europe. Alors tout le monde est d'accord pour critiquer. Voilà. Après ça, il y a trois catégories. Il y a ceux qui disent, finalement, en gros, on va continuer comme ça. Ça, c'est M. Fillon, M. Macron. Et puis, il y a ceux qui disent, la deuxième catégorie, ce sont ceux qui disent, on va renégocier les traités. C'est notamment Mme Le Pen, on vient de voir encore M. Bay le confirmer, c'est M. Mélenchon, et puis c'est M. Cheminade, c'est M. Dupont-Aignan. Et puis la troisième catégorie, il n'y en a qu'un, c'est moi. C'est la sortie. C'est celui qui dit qu'après 60 ans, on ne peut plus, 60 ans de construction européenne, on ne peut plus modifier les traités. Concrètement, on pourrait toujours théoriquement, mais concrètement, on ne le peut plus. La situation est une situation de blocage. Et dans cette situation, eh bien, en adulte, on va faire ce que font les Britanniques, qui sont un grand peuple. Les Britanniques, ce sont ceux qui ont défendu les libertés publiques depuis 800 ans, depuis la Magna Carta de 1215. C'est pas un peuple extrémiste, c'est un peuple extrêmement pragmatique. Et bien, nous, on dit, voilà, on va lancer la procédure de sortie de l'Union. C'est pas la même chose. On ne peut pas établir le parallèle, ça n'a rien à voir. Le Brexit et le Frexit, quand on abandonne une monnaie, c'est une onde de choc considérable. Non, vous mais le savez bien. ça on peut parler de l'abandon de la monnaie, mais ils sont quand même en train de sortir de l'Union européenne. Mais donc, Oui, c'est déjà un choc. vous, président François Asselineau, le lendemain de votre élection, vous sortez de l'Europe. Je ne sors pas de l'Europe. Ce que je fais, moi, je suis respectueux du droit, toujours. Et donc, je lance la procédure de l'article 50 du traité de l'Union européenne, comme vient de le faire Mme Theresa Sans May. consulter les Français, outre mesure. Pourquoi je consulterai les Français? Je ne vais pas leur demander ensuite par référendum s'ils sont d'accord pour que je mette en œuvre le programme pour lequel je viendrai d'être élu. Considérez que c'est un référendum de fait. Mais c'est pas un référendum. C'est votre programme. Voilà. C'est comme à ce moment-là, on pourrait aller loin. Une fois qu'ils auraient voté, il faudrait que je fasse un autre référendum pour savoir s'ils sont d'accord pour que je mette en œuvre le référendum. Non, j'ai un programme. Et si je suis élu sur ce programme, évidemment, je reconnais qu'avec les précédents de M. Sarkozy et de M. Hollande, je reconnais qu'on a perdu l'habitude qu'un président de la République nouvellement élu mette le programme en œuvre pour lequel il a été élu. Mais c'est quand même ce que je ferai moi. Et donc, je mettrai en œuvre l'article 50. Il y a une ouverture d'une négociation avec les partenaires. Ça va très bien se passer. D'ailleurs, regardez, ça se passe très bien avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni n'est pas tombé dans l'apocalypse. Rappelez-vous, il n'a pas l'euro, le Royaume-Uni. Ils ne sont pas sortis encore. Ils ne sont pas sortis. Ils ne sont pas sortis, mais ensuite, ils n'ont pas l'euro. Ils ne sont pas sortis. Mais rappelez-vous ce qu'avait dit Madame Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international. Elle s'était rendue au mois de juin de l'année dernière et elle avait dit si jamais
vous votez pour le Brexit, dans les jours qui viennent, ça va être l'apocalypse financière, ça va être un effondrement des marchés financiers. On a appris au début de cette année, c'est le gouverneur de la Bank of England lui-même qui a dit qu'en fait toutes les prévisions apocalyptiques avaient été fausses. Et puis je constate que les conversations pour la sortie de l'Union européenne par le Royaume-Uni ont commencé. Je constate que les choses se passent bien. La France n'a pas rappelé son ambassadeur à Londres. Le Royaume-Uni reste relié au reste J'entends du bien monde. ce que vous dites, monsieur Asselineau, mais écoutez, quand on demande aux Français, est-ce que vous en avez marre de cette monnaie, est-ce que vous voulez la quitter, il y en a 70% qui disent non. Mais ça, on veut l'euro, mais on ça- veut rester. Mais ça, c'est vous qui le dites. Ah, mais c'est pas moi qui le dis, non, oh là là, oh là là, Non, non, c'est- non, moi je ne Mais crois pas attendez, qu'il faudrait mais attendez, prendre un institut de sondage avec moi toute seule. demandons l'avis des Français. D'abord, comme le disait ma grand-mère, qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son. Ça fait maintenant des années que l'on explique aux Français, sans jamais que cette affirmation soit contredite, que sortir de l'euro serait une apocalypse. Moi, je dis que c'est pas vrai. Je dis que c'est en restant dans l'euro que nous allons vers l'apocalypse, parce que l'euro va de toute façon exploser. Et j'explique que sortir de l'euro, ça n'est pas difficile, c'est beaucoup plus facile de sortir de l'euro que d'y entrer. Ben regardez, Mais les Madame petits Lagarde, elle épargnants. annonçait, vous venez de le dire, Madame Lagarde, la présidente du FMI, disait ça va être l'apocalypse si vous sortez de l'Union européenne, disait-elle aux Anglais. Bah, je pourrais vous dire la même chose. Vous nous annoncez l'apocalypse, si nous on sort de l'euro, c'est peut-être la même chose. Non, Peut-être que vous êtes un peu le Lagarde. Non, moi j'annonce pas du tout l'apocalypse si on sort de l'euro. J'annonce- Ah bah, c'est ce que vous venez de dire, hein. Non, j'annonce l'apocalypse si on y reste. Oui. Mais moi j'ai des arguments. Oui, pardon, mais enfin. Oui, L'apocalypse, si on ne sort Excuse-moi, pas de l'euro. voilà, c'est ça. Mais moi j'ai des arguments, pardon. j'ai des arguments solides et techniques pour le faire valoir. Figurez-vous que depuis 1999, la compétitivité entre l'économie allemande et l'économie française s'est creusée de 21%, excusez-moi, en faveur de l'Allemagne. Ça veut dire que l'euro est une monnaie qui est une cote. C'est bon pour les Allemands alors. L'euro est une cote mal taillée entre les pays. L'euro est trop bon marché pour l'économie allemande. Alors Pour la peut-être que c'est le compétitivité. réformer, il faut réformer l'euro, peut-être pas en sortir. Pourquoi sortir, Mais forcément attendez. L'euro est trop bon marché pour l'économie allemande, ce qui fait que l'économie allemande dégage des excédents commerciaux de 247 milliards d'euros. Ils sont devenus le premier excédent commercial mondial devant la Chine. Et puis au même moment, l'euro est trop cher pour l'économie française. Nous dégageons des déficits commerciaux géants. Sauf quand on emprunte sur les marchés. C'est hein. encore pire. Là, je parle des On est déficits. tellement Je endettés. parle des... Oui, l'Allemagne est encore bah plus oui, mais endettée. d'accord, mais- La Grèce, l'Italie, et l'Espagne et le Portugal sont encore plus dans une situation encore plus difficile. Et puis surtout, comme nous avons perdu notre compétitivité externe, qu'est-ce qu'il faut faire? La seule possibilité, puisqu'on n'a plus la monnaie pour corriger le taux de change externe, c'est ce que les économistes appellent une dévaluation interne, c'est ce que réclame la Commission européenne, c'est-à-dire la démolition de notre droit du travail, c'est-à-dire la baisse du SMIC, voire sa suppression, c'est-à-dire l'ubérisation généralisée de la société. Est-ce que c'est ça que veulent les Français? Et c'est aussi la montée inexorable du chômage. Parce que si l'on sort de l'euro, et je peux vous le prouver, il suffit d'ailleurs de regarder l'étude qui avait été publiée par la Fondation Respublica en 2013, nous pourrons faire baisser le nombre de chômeurs de catégorie A en 2 ans, sans doute d'au moins 1 million, sinon 2 millions de chômeurs en moins. Ça On est veut dire obligé quand de même croire que sur l'on- parole, là, parce que moi je ne sais pas comment vous y arrivez à ce Eh ben, calcul-là. moi, ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que ce que nous propose, que propose M. Fillon ou M. Macron, par exemple, c'est de continuer la même politique que nous suivons depuis 25 ans. Nous avons eu 1 million de chômeurs de catégorie A en plus sous M. Sarkozy. On en a eu encore 1 million supplémentaire sous M. Hollande. Et on va continuer sur le même chemin. Est-ce que c'est vraiment ça que veulent les Français? Sans offense, pour l'instant, dans les intentions de Ne vote, m'offensez pas. vous êtes crédité de moins d'1% des intentions de vote. Messieurs Fillon et Macron ont plus de chances de parvenir au second tour, a priori, que vous, du moins sur le papier. Est-ce que vous avez un quatuor, voire un duo de tête aujourd'hui? On est au soir du premier tour. Qui est-ce que vous voulez voir s'affronter pour le deuxième? D'abord, je trouve que Qui est le plus proche de vos idées? D'abord, ces histoires de sondage, permettez-moi de ne pas y croire. Bon, je connais un certain nombre de faux confrères qui rigolent sous cap quant au sondage, par exemple, sur M. Macron. Moi, je vois que des sondages, quand on va sur Internet... Vous serez qualifié au second tour. Quand on va sur Internet, et que mon nom figure dans des sondages, je fais des scores spectaculaires. Voilà. Et ça se chiffre, c'est pas 1000 personnes sondées par tel ou tel journal, avec ensuite des corrections dont on ignore tout, puisqu'il y a des redressements qui sont effectués sur les sondages. Moi, ce que je vois, c'est que je fais des scores spectaculaires et que je suis Qu'est-ce que je veux sur dire Internet. spectaculaire, c'est-à-dire Alors, donnez-nous des chiffres. Vous voyez où alors? Allez, par exemple, sur le site Candidat 2017, où tout le monde peut aller voter. Allez-y, vous verrez, depuis jour après jour, où je figure en tête avec M. Mélenchon. Je signale... Donc ce sera un duel Attendez, Asselineau-Mélenchon Je au second signale... tour.
Vous n'allez pas jusqu'à dire, comme Jean Lassalle, je serai au second tour. Je signale que lorsque je fais des réunions publiques, hier à Lille, il y avait 1500 personnes. Et les journalistes qui sont allés le voir ont été sidérés. Je signale que lorsque je suis dans la rue, je suis abordé constamment par des gens qui me disent... On ne dit pas qu'il n'y a pas des gens qui s'intéressent aux idées que vous portez, non, mais parce que hier, j'ai fait rire la salle, si vous voulez, parce que... Pas Jean. Mais entre 1500 personnes et 51%, oui, d'accord. il y a une marge. Moi, ce que je sais, si vous voulez, c'est que lorsque M. Macron prend la parole, les gens s'en vont en disant c'est barbant, il n'y a rien, c'est du vent. Moi, ce que je vois, c'est que les gens sont dans une ferveur extraordinaire quand je fais des conférences et quand je fais mes meetings. Voilà ce qu'est la vérité. Alors moi, je ne préjuge pas des sondages. Ce que je sais, c'est que c'est extrêmement pervers que de mettre dans la tête des gens qu'il y aurait forcément 4 candidats qui seraient nécessairement élus, parce qu'il y a effectivement des Français qui vont se dire « Ah, je voterai bien pour Asselineau, mais de toute façon, j'ai entendu sur tel ou tel média qu'il n'a aucune chance, donc c'est un pis-aller, je vais voter pour un autre. » La réalité... Lequel est le plus proche de vous, à votre J'en avis? sais rien, ça dépend des gens. Moi, si je suis candidat... Mais si je suis candidat, c'est parce que je suis le seul à proposer ce que je propose. Ah oui, quand on vous écoute, écoutez, j'ai l'impression que c'est un peu vous et les nuls. Écoutez, du point de vue technique, du point de vue de l'expérience professionnelle, je suis certainement l'un des plus grands candidats. Ça, c'est exact. J'ai passé 4 ans de ma vie en cabinet ministériel. J'ai accompagné François Mitterrand en tant que haut fonctionnaire et Jacques Chirac. Il y a aussi des candidats qui ont été Premiers ministres, ministres aussi. Des candidats, non. Des candidats. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. C'est pour ça que je maintiens qu'en termes d'expérience professionnelle, je suis l'un des plus sérieux, celui qui en a le plus, en effet. Et que c'est bien vous, François Asselineau, et les nuls. Non, c'est pas François. Mais attendez, vous allez me reprocher d'avoir de l'expérience professionnelle? Non. Bon, c'est comme après le débat l'autre jour, j'ai été brocardé par des humoristes sur le fait que j'avais cité des articles des traités. Bon. Eh bien, figurez-vous... Pas encore. Si vous avez cité l'article 50 pour la sortie. Mais c'est tout, là. Vous vous êtes retenu. Vous êtes sur la retenue, désormais. Les humoristes ont un poids sur vous, monsieur Asselineau. J'ai cité plusieurs articles. Mais quand vous montez à bord d'un avion, vous préférez que le commandant de bord, il sache comment fonctionne l'avion, il connaisse le code de pilotage ou que ce soit un novice? Ils sont incompétents pour vous, les autres candidats? Écoutez, ce sont des gens, je suis désolé, il y a beaucoup de candidats qui n'ont aucune expérience professionnelle et qui ne savent pas de quoi ils parlent. Par exemple, sur l'euro. Normalement, nous serions dans une vraie démocratie, on aurait réuni tous les candidats, et puis on aurait parlé de l'euro, mais de façon approfondie, parce que c'est un sujet extrêmement technique, qui nécessite en effet qu'on s'y arrête. Malheureusement, on a un système avec extrêmement superficiel. Alors il y en a qui font des spectacles, qui font des shows, et puis on laisse entendre aux gens, on fait des promesses de Père Noël, et puis voilà. Mais le problème, c'est que une fois que les flonflons se sont arrêtés, les traités restent. Et les clauses des traités restent. Lorsque M. Mélenchon, par exemple, fait des promesses dans tous les sens, il y a là 80% de ces promesses qui sont inapplicables dans le cadre des traités de l'Union européenne, qu'il ne veut pas les lancer, il propose simplement de les renégocier. Donc au bout du compte, si les Français se font avoir une nouvelle fois, s'ils élisent un Tsipras français, dans 6 mois, dans 1 an, la France sera ingouvernable parce que les Français se seront dit « mince, on a encore une fois élu quelqu'un qui s'est moqué de nous ». Moi, ce qui fait mon succès dans la rue et dans les meetings, je reconnais que pas dans les sondages officiels, mais dans la rue, dans les meetings et sur Internet, ce qui fait mon succès, c'est que les Français reconnaissent que je suis quelqu'un de sincère, d'honnête, de compétent, excusez-moi de le souligner, et qui leur dit le fond des choses, et ça, les gens apprécient beaucoup. Vous tirez déjà beaucoup de satisfaction personnelle de cette campagne. Non, c'est pas une satisfaction personnelle, c'est que ça me permet en effet de faire connaître notre mouvement, qui, j'en profite d'ailleurs pour vous le dire, vient de dépasser les 24 000 adhérents. L'Union populaire républicaine, je crois, et je m'excuse que nous ne l'avons pas encore cité jusqu'à présent. Vous dites qu'on est un peu colonisé par les États-Unis, ici en Europe, c'est bien cela, vous savez, monsieur Asselineau, mais aujourd'hui... C'était exactement l'adjectif et le verbe utilisé par Charles de Gaulle. Oui. Il disait ça à Alain Perfit en disant le problème qu'il y a maintenant en Europe, après avoir accordé leur indépendance à nos colonies, c'est que nous allons nous-mêmes réclamer notre indépendance. Oui, mais alors heureusement aujourd'hui que l'Union européenne se dresse dans son ensemble pour résister aux assauts de Donald Trump, qui peut-être aimerait nous voir disparaître. Non, mais écoutez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'Union européenne est placée... la France seule aurait un peu de mal à peser contre les États-Unis, non? Ah, vous croyez, parce que vous croyez que l'Union européenne pèse contre les États-Unis? L'Union européenne est placée par l'article 42, je suis désolé, du traité de l'Union européenne. Oui, mais c'est vrai, mais... Bah oui.
Eh oui, je connais mes dossiers, excusez-moi. Oui. Ah, ça, Elle est placée- je crois que tout le monde le C'est sait. ça. placé par l'article 4. Mais oui, mais si vous préférez des ignorants, c'est votre problème. Mais vous savez, les Français préfèrent les gens qui savent de quoi ils parlent. Nous sommes placés par l'article 42 du traité de l'Union européenne sous la tutelle de l'OTAN. Or, l'OTAN est dirigée depuis Washington. La meilleure preuve, c'est que pour sortir de l'OTAN, je me suis renseigné, c'est l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord, il faut écrire au gouvernement des États-Unis d'Amérique à la Maison-Blanche. Donc ne venez pas me dire que l'Union européenne sert de contrepoids aux États-Unis d'Amérique. C'est le contraire qui est vrai. La France est devenue désormais l'un des satellites de Washington. Alors, c'est d'ailleurs perçu comme tel par les Français et par le monde entier, vous savez. Nadège. Alors oui, non, mais Nadège. même si les sondages ne disent pas la vérité, comme vous nous dites, pourquoi il reste quand même qu'il y a une tendance et que vous serez probablement pas, je ne veux pas me fâcher avec vous, surtout Monsieur Asselineau, mais vous serez probablement pas notre prochain président de la République. Il ne l'a pas prétendu. Or, vous avez une expertise, ça tout le monde le reconnaît, sur l'euro, sur l'Europe. Pourquoi est-ce que vous alliez pas avec un candidat qui, lui, a des chances d'être président de la République? Vous pourriez peser peut-être davantage que vous ne le faites aujourd'hui en étant un candidat crédité de 0,5 à 1, bon, allez, même 3%. Madame, je ne fais pas de la politique comme on fait, c'est pas de la politique aérie. La politique aérie, si on veut faire avancer ses idées. Laissez-moi répondre. Je fais de la politique de façon sérieuse. Les personnalités, je ne sais pas à qui vous pensez, sont en train de mentir aux Français. Parce qu'il n'y a qu'une seule façon de dire que l'on sort de l'Union européenne, c'est dire je sors de l'Union européenne par l'article 50. Toutes les autres sont des faux fuyants qui sont en fait pour gagner du temps et pour ne pas sortir. Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Cheminade ne proposent pas ce que je propose. Et comme c'est pour moi l'absolue nécessité de sortir de ça, ça n'a aucun intérêt d'aller faire alliance On a compris. avec les uns ou les Vous autres. prétendez donc seul souverainiste authentique, même si vous n'aimez pas ce vocable-là, je crois, de souverainiste. oui, Alors, oui. on va parler peut-être juste, parce qu'il reste peu de J'ai pas temps. dit que j'étais le seul souverainiste authentique, c'est vous qui placez ça. Ah ben, je sais pas, vous dites que les Non, autres, non, ils y a pas promettent la besoin de sortie faire de l'euro, mais que c'est pas Non, vrai. il n'y a pas de façon de faire de circonlocution. Je suis le seul Oui. qui propose de sortir de Voilà, l'Union c'est ce que européenne, j'ai dit. Alors, de l'euro et de l'OTAN. L'actualité internationale, le groupe État islamique contrôle désormais moins de 7% du territoire de l'Irak, cela grâce à l'action de la coalition internationale. Est-ce que vous vous en félicitez Ah bah oui, de évidemment. cette action de la coalition internationale contre le groupe État islamiste? Est-ce que vous estimez néanmoins toujours que c'est la CIA qui est derrière le terrorisme islamique? Écoutez, vous savez ce qui s'est passé en ce moment? Vous connaissez Gulsi Tabat? Oui, vous le citez régulièrement. Non, mais c'est une femme d'abord. Non, mais- C'est une démocrate, mais c'est une représentante démocrate Oui. aux États-Unis, et qui, avec 8 autres représentants, démocrates ou républicains, a déposé un projet de loi pour demander que les États-Unis cessent de financer le terrorisme, notamment Daesh et l'État islamique. Donc allez vous en renseigner à la Chambre des représentants. Donc vous dites D'accord. aujourd'hui que les États-Unis financent Daesh et l'État islamique Je eux-mêmes dis que là-dedans, d'abord, je ne suis pas seul à dire qu'il y a des financements bizarres qui sont arrivés. Je ne suis pas le seul à dire que Daesh et l'État islamique utilisent des armes qui sont des armes américaines, des armes britanniques qui transitent par la Turquie. Allez vous renseigner. Mais moi, c'est quand même assez curieux. C'est vous, les journalistes. Moi, je suis quelqu'un qui lit les journaux, figurez-vous. Bah, eh bien, nous moi, aussi. je dis que si l'État islamique et si Daesh ont été écrasés, c'est aussi, excusez-moi de le souligner, par l'intervention russe. C'est quand même ça qui s'est produit. Alors, vous avez les preuves. Là, il y en a eu aujourd'hui qui ont été apportées par la Turquie à propos de cette bombe chimique, ces bombes chimiques qui sont tombées sur un village rebelle en Syrie. Les analyses effectuées sur les blessés ont permis de confirmer que c'est bien du sarin, donc ce puissant gaz, qui a été utilisé. Donc là, vous reconnaissez, là, ce soir, que la responsabilité incombe à Bachar el-Assad? Absolument pas, parce que Toujours je ne sais pas. D'abord, non, parce que je ne sais pas. Ce sont des enquêtes qui sont extrêmement longues. Il y a eu, vous vous rappelez, le massacre de la Ghouta en avril 2013. Oui. Il a fallu attendre 2017. Et là, vous allez me sortir encore des sources américaines qui remettent en cause... Non, mais c'est le les MIT. rebelles. Excusez-moi, c'est l'université de Harvard, c'est le Massachusetts Institute of Technology, c'est-à-dire une des institutions les plus prestigieuses des États-Unis, qui a dit, voici quelques semaines, que c'était très probablement le massacre de la Ghouta, après 4 ans d'enquête, que c'était très probablement les forces rebelles. Donc moi, je ne prends pas parti. Mais moi, je suis étonné que l'on prenne parti alors qu'une affaire vient à peine d'apparaître pour un camp contre l'autre. Moi, j'écoute toutes les voix, j'écoute ce que disent les Américains, j'écoute ce que disent les Russes, et je demande qu'on applique le droit international, c'est-à-dire que l'on mène une enquête internationale. En tout cas, il y a une chose qui est certaine,
c'est que là-dedans, il y a quelqu'un qui a violé le droit international de façon absolument sûre et C'est certaine, Trump. puisqu'il a revendiqué, c'est Donald Trump. Puisque un État, sous le droit international, un État n'a pas le droit d'en agresser un autre, comme ça, sans avoir le feu vert du Conseil de Qu'est-ce que vous dites sécurité sur des les crimes Nations de guerre Unies. qui ont été commis? Et par qui? Comment? Des crimes de guerre? Vous parlez Où ça? du non-respect du droit international, vous accusez Trump. Qu'est-ce que vous dites sur Bachar el-Assad, sur les crimes de guerre? Mais je dis qu'il faut qu'il y ait une enquête internationale qui permette d'en dire. Écoutez, on a l'impression qu'on découvre des choses tout à fait nouvelles. Rappelez-vous les armes de destruction massive prétendues de Saddam Hussein en 2003. On était priés de croire à ça. Il n'y a que la France, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, la France était dirigée par Jacques Chirac et Dominique de Villepin, qui s'étaient opposés. Et puis on a appris 6 mois après qu'il n'y avait jamais eu d'armes de destruction massive. Merci à vous. Saddam Hussein. Merci à vous. Bonne continuation de campagne, donc dans la rue notamment et sur Internet. Oui, avec Demain, beaucoup de meetings, avec énormément de monde. Demain, Jacques Cheminade sera notre invité et Thomas Piketty, l'économiste bien connu et conseil. Soutien de Benoît Hamon à demain.